à tous les deux. Bonjour Mathieu, bonjour Naya. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, pour introduire un petit peu cette séance, je te remercie Mathieu pour ta présence. Et en fait, je voulais te faire rencontrer Naya parce que, comme tu sais, j'encadre un groupe d'étudiants dans l'élaboration de leur projet pour le service sanitaire. Et comme tu le sais bien, un début de cette action, c'est vraiment de mener quelque chose dans un but de réduction des inégalités sociales de santé. Et donc, vraiment, le but de cette action, c'est vraiment ça, et de porter un message de prévention et puis de porter un message qui puisse réduire les inégalités sociales de santé. Et nos étudiants, en fait, ont déjà eu pas mal de petits cours, de petits enseignements assez théoriques sur les éducations en santé, sur la promotion de la santé, sur les compétences psychosociales. Et puis après avoir fait un petit point l'autre jour avec eux, je trouvais quand même que la notion d'inégalité sociale de santé, ça reste quelque chose qui est une notion très théorique pour eux, qu'ils ont du mal quand même peut-être à comprendre ou en tout cas à se projeter sur comment ils vont mettre ça, comment ils vont mettre ça en œuvre dans leur projet. Et donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Et alors donc je te présente Naya, qui est étudiante en troisième année. Et puis en fait tout simplement, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Et comme ça, on va comprendre en quoi cette rencontre va être intéressante. Et ben alors peut-être je te donne la parole déjà Mathieu pour te présenter. Oui, merci, je suis très content d'être avec vous pour parler de ce sujet. Moi, je suis Mathieu Levaillant, je suis médecin de santé publique, chef de clinique à l'Université d'Angers, et j'encadre depuis 3 ans les étudiants en service sanitaire qui font leur service sanitaire dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, qui sont des territoires très concernés par les inégalités sociales de santé, avec deux territoires particulièrement ruraux, et je suis très content de pouvoir échanger et aider Naya et son groupe sur le service sanitaire sur cette question-là. Alors, professeur Warren, vous avez fermé votre micro, mais en tout cas, l'idée, c'est que donc, moi, c'est Naya, je suis étudiante en troisième année en médecine. Cette année, je vais faire le service sanitaire avec mon groupe. Donc, on a différentes études. Et on est tous en santé, mais le problème, c'est que voilà, on ne sait pas comment construire notre projet. Il y a pas mal de problématiques où on avait besoin de conseils et j'espère que vous pourrez nous aider, notamment sur les inégalités de santé. On va faire de la prévention sur l'hygiène en général et ça sera auprès de lycéens. Alors donc, je voudrais bien peut-être dans un premier temps, est-ce que tu pourrais, pour qu'ils comprennent bien la notion d'inégalité sociale de santé, peut-être la redéfinir en quelques mots, voilà, de façon peut-être assez simple, qu'ils puissent bien comprendre cette notion et puis peut-être nous expliquer de manière concrète comment on peut l'évaluer sur le terrain ou comment on s'en rend compte sur le terrain auprès de nos patients. Ce qu'il faut comprendre derrière les inégalités de santé, c'est que ce sont des différences qui sont systématiques d'état de santé entre des groupes d'individus qui ont des caractéristiques communes. Alors si on prend un exemple très simple pour essayer de comprendre un peu ce qu'on dit derrière ces mots, par exemple, c'est des différences d'état de santé qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes. On a le groupe des hommes, le groupe des femmes, et on a des différences. On sait par exemple qu'ils n'ont pas la même espérance de vie. C'est une forme d'inégalité de santé. Les femmes vivent en moyenne plus âgées que les hommes. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est positif ou négatif, dans le sens où c'est un état de fait. Il y a une inégalité liée à des groupes sociaux. Donc ça, c'est un exemple qu'on connaît souvent, et on oublie presque cette inégalité qui existe, on s'y habitue, mais il y a d'autres inégalités, qu'on va appeler les inégalités sociales, qui sont liées cette fois-ci à l'appartenance à un groupe social ou à un territoire. Et si je prends des exemples, Naya, sur des sujets un peu plus génériques que l'hygiène dans un public de lycéens, les hommes vivent presque 8 années de moins à Mayotte qu'à Paris. L'espérance de vie des hommes à Mayotte, elle est de 72 ans, à Paris, elle est de 80 ans. Donc là, on voit quand même vraiment que, et là, je ne parle pas du tout de leur état de santé, je ne parle pas de leur niveau d'études, de l'école qu'ils ont fait, simplement le fait de vivre à Mayotte diminue l'espérance de vie des personnes qui y résident. De la même manière, si on prend par exemple les niveaux de revenus, parce que souvent on parle des catégories socio-professionnelles, on a du mal à comprendre un peu ce que ça veut dire. Chez les femmes, les 5% des femmes qui gagnent le plus d'argent vivent en moyenne 8 ans de plus que les 5% des femmes qui gagnent le moins d'argent. Et donc ça, c'est des données qu'on connaît, qui nous permettent de savoir que dans certaines catégories de la population, qui nous appartient de définir, on va avoir des différences d'état de santé. Et là, je te parle aujourd'hui de l'espérance de vie, mais on pourrait très bien regarder le développement de certaines maladies, les conditions de travail,
le fait d'appartenir à un groupe social va entraîner des différences dans son état de santé. Et c'est vraiment ça qu'on appelle ces inégalités. C'est comment appartenir à un groupe fait que je vais avoir un état de santé différent d'un autre groupe, euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment du niveau, du sexe, de l'âge, d'avoir des enfants, voilà, tous ces éléments-là. Mais j'ai une question, donc vous parlez des inégalités de santé et que ça se répercute à différents niveaux, mais nous concrètement, comment on peut le réutiliser dans nos ateliers dans nos interventions de santé? Ce qui est intéressant, quand on fait son service sanitaire et de manière globale, quand on fait de la prévention, c'est de savoir à quel public on s'adresse. Parce que quand je te dis qu'il y a des inégalités de santé et que la population de Mayotte vit moins longtemps que la population de Paris, il va falloir qu'on leur apporte un message de prévention qui va être différent, puisqu'on sait que leur état de santé va être différent. Si je prends l'exemple au collège, euh, et que je prends un collège de centre-ville d'une grande agglomération ou un collège d'un milieu rural, je vais avoir un public qui va avoir des indicateurs de santé qui vont être différents et donc des actions de santé et un message à leur portée qui va être différent. Par exemple, on sait, c'est des données qui sont publiées et connues, que dans les milieux ruraux, les collégiens ont une activité physique qui est plus soutenue que dans les milieux très urbains. On fait plus de sport dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Ou alors, et c'est important d'avoir en tête cet élément, euh, les enfants issus de familles favorisées vont consommer plus de substances toxiques, je te parle du tabac, je te parle du cannabis, je te parle de l'alcool, que les enfants qui sont issus de milieux plus défavorisés. Et donc, quand je vais avoir un établissement scolaire où j'interviens avec une population qui est issue d'un milieu favorisé, il va falloir que j'axe davantage mon intervention sur la consommation des substances et sur l'activité physique, alors que si j'allais dans un milieu rural ou que j'allais dans un milieu défavorisé, il faudrait par exemple plus que je parle de l'alimentation. Parce que je sais que cette population que j'ai en face de moi, elle n'est pas sujet aux mêmes déterminants de la santé et donc n'aura pas la même action à mener. Et ça, c'est vraiment le cœur de votre action à vous, c'est de vous dire qui est-ce que je vais voir et ce public que je vais voir, de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux lui apporter. Et donc, quand tu vas aller parler de l'hygiène de vie à des gens, euh, on est capable aujourd'hui d'avoir des indicateurs sur, quand on parle d'hygiène de vie, je vais prendre l'exemple de l'utilisation du téléphone et des écrans. C'est quelque chose qui revient beaucoup, surtout après le confinement, après la période qu'on a connue, de se dire il y a des territoires où je sais que les jeunes sont beaucoup plus proches de leurs écrans parce qu'ils l'utilisent, parce que dans un milieu rural, on est plus éloigné de ses collègues, de ses amis, voilà, donc on a plus vite fait d'avoir recours aux écrans pour communiquer que dans un centre-ville où bah, c'est plus facile de sortir, d'aller voir ses amis, d'avoir une activité ou autre élément. D'accord, donc ce que vous dites finalement, c'est qu'on doit vraiment identifier les besoins de la population cible et pas seulement faire une intervention pour faire une intervention, il faut que ça leur parle, si j'ai bien compris. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire que l'action de prévention que vous allez monter, et c'est le cas de toutes les actions de prévention qu'on monte, euh, elle ne pourra pas être la même que vous alliez dans un collège, dans un lycée, devant des cinquièmes, devant des troisièmes, en centre-ville, en périphérie, en milieu urbain, en milieu rural. Chaque action doit être construite par rapport à un public auquel vous allez être confronté. Et pour qualifier le public, pour savoir qui ils sont, alors vous pouvez regarder les bases de données de Santé publique France, vous pouvez regarder, ça s'appelle Géode, où vous avez quelques caractéristiques de la santé de la population. L'INSEE, ça peut aussi vous donner des indications sur le niveau socio-économique, mais aussi échanger avec eux, faire un diagnostic de la population qui est face à vous pour comprendre c'est quoi leur problématique de santé. Et même, par exemple, quand on parle de l'alimentation, il y en a qui n'ont pas accès à un petit déjeuner le matin, il y en a, c'est plus un problème d'équilibre alimentaire. Ceux qui sont à distance de leur collège, qui doivent prendre le bus très tôt, bah, c'est pas évident de petit déjeuner quand on doit monter dans le bus à 6h45, alors que ceux qui ont l'établissement au bout de leur rue à pied, bah, ils ont plus de temps pour prendre un petit déjeuner. Et donc vraiment, quand vous construisez une action, elle ne peut, si elle est construite correctement, répondre qu'à un seul enjeu face à un seul public. Et c'est à la fois la difficulté de ce que vous allez devoir construire et toute la force de l'action que vous allez mener, c'est qu'elle sera vraiment adaptée à ceux que vous allez rencontrer. Merci beaucoup, mais c'est vrai que ça va nous rassurer, moi et mon équipe, c'est de savoir qu'on peut retrouver ces données-là sur des sites officiels et que voilà, ça pourra compléter les recherches qu'on aura faites auprès du public cible. Donc ça, c'est assez pratique. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je pense que ça va nous aider quand même.
Donc là, on a bien vu de prendre en compte les inégalités sociales de santé dans le cadre du service sanitaire pour l'élaboration de ce projet. Mais que penses-tu de ces notions par rapport à juste un professionnel de santé en exercice auprès de ses patients? Est-ce que c'est des notions qu'il pourrait aussi prendre en compte pour les appliquer plus tard dans la prise en charge de ces patients? Bah oui, complètement. C'est vrai que là, vous le découvrez par le prisme du service sanitaire, mais c'est quelque chose qui berce l'exercice du quotidien de tous les professionnels. Pourquoi? Si je prends l'exemple du département de la Mayenne, qui est le département dans lequel je travaille, c'est un département où on a 8 communautés de communes, donc réparties entre le nord et le sud. Et en fait, si je prends le nord de mon département, je n'ai pas les mêmes problématiques de santé que le sud du département. Dans le nord du département, on va avoir des problèmes qui sont plus liés à de l'obésité. Dans le sud du département, par exemple, j'ai des problèmes avec un taux inquiétant qu'on n'explique pas forcément de VIH. Alors inquiétant, un peu supérieur à la moyenne régionale, rien de très alarmant. Mais en tant que professionnel de santé, il faut que je sache quel est l'enjeu de santé de mon territoire. Parce que quand je vais recevoir mes patients, il faut que je puisse leur proposer une médecine qui soit adaptée à l'écosystème dans lequel ils vivent. Et moi, quand je suis un médecin dans une ville, il faut que je sache quel est l'état de la santé de la population de ma ville. De la même manière, il faut que je sache si j'ai un bon taux de couverture vaccinale. Si j'ai 95% de ma population autour de moi vaccinée, je vais peut-être moins insister là-dessus. Si je me rends compte que j'ai que 80% de la population qui est vaccinée, je vais plus systématiquement, dans ma consultation, dans les approches que je fais, parler de la vaccination. Et donc, c'est vrai que dans l'exercice qu'on va avoir demain, en tant qu'infirmier, en tant que médecin, en tant que pharmacien, connaître l'état de la population c'est le reflet des inégalités, c'est-à-dire quelle est la population que j'ai, sur quels indicateurs elle est plutôt au-dessus de la moyenne, sur quels indicateurs elle est plutôt en dessous, et comment moi, je peux les aider à redresser le tir en me disant, tiens, ma population, elle n'est pas très vaccinée, je vais mettre une affiche dans ma salle d'attente, je vais leur en parler systématiquement, je vais peut-être faire une réunion d'information le soir avec le pharmacien, et puis essayer d'améliorer les choses pour réduire ces inégalités qu'on aurait entre les territoires et entre les groupes d'individus.